Bien. Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est 18h37 et je déclare la séance du Conseil d'arrondissement ouverte. Ce Conseil d'arrondissement est public et retransmis sur la page Facebook de la mairie du 7e. Nous ne pouvons commencer ce Conseil d'arrondissement sans évoquer la perte de nos deux collègues qui nous ont accompagnés ici au Conseil d'arrondissement ou à la ville de Lyon. Que nous les ayons connus personnellement, en tant qu'élus ou en tant que citoyens, ils laisseront indéniablement un grand vide. Je parle de Jean-Yves Sécheresse, disparu dans la nuit du 13 au 14 novembre dernier, et de Gérard Collomb, qui s'est éteint le 25 novembre. Je veux aujourd'hui leur rendre hommage. Jean-Yves Sécheresse était le doyen de notre Assemblée. Il m'a remis les chartes de maire lors de l'installation du Conseil en 2020. Conseiller depuis 2014 dans le 7e arrondissement, le maire d'alors, Gérard Collomb, lui a remis la délégation à la sécurité. Homme de culture, il fut président de la Halteny-Garnier, chère au 7e arrondissement. Yann Cucherat, président de son groupe Pour Lyon, m'a autorisé à reprendre certains de ses mots lors de l'hommage rendu en conseil municipal du jeudi 16 novembre. Je le cite. Jean-Yves Sécheresse a été un amoureux de la chose publique, un bretteur redoutable dans les débats, au verbe leste et efficace, comme cet hémicycle a maintes fois pu le constater. Pour autant, il a rarement échoué à trouver et à valoriser un terrain d'entente avec ses opposants politiques. Il a également été un militant engagé et un élu attaché à l'intérêt de ses administrés. Son travail pour la sécurité de cette ville et de l'agglomération est reconnu par beaucoup. Son écoute, sa détermination et son humanité ont été particulièrement remarqués par les services de police municipale comme de police nationale. Nous rendons hommage ce soir aussi, évidemment, à Gérard Collomb, décédé le 25 novembre 2023, qui a consacré sa vie à son territoire et ses habitants via son engagement politique. Il fut député socialiste de 1981 à 1988, sénateur entre 1999 et 2017, maire de Lyon durant 3 mandats, ainsi que président de la métropole de Lyon de 2015 à 2017. Il a également marqué les esprits lors de son passage au ministère de l'Intérieur de 2017 à 2018. Amoureux de Lyon, il a fait entrer sa ville dans le XXIe siècle en la transformant et en donnant à Lyon cette aura qu'on lui connaît aujourd'hui. On se souvient des véloves lancés en 2005 qui ont révolutionné nos modes de déplacement. Ou encore, pour le bonheur des habitants du 7e arrondissement, le réaménagement des berges du Rhône en 2007, la valorisation du parc de Gerland et l'aménagement du parc des Berges livré en 2010. Le quartier de Gerland, d'ailleurs, lui doit beaucoup, avec la création du biodistrict qui accueille de nombreuses entreprises spécialisées dans la santé, la ZAC des Girondins et celle du Bonlay, qui permettent aux Lyonnaises et aux Lyonnais de mieux se loger. On pense aussi évidemment à la création du parc Blandan qui a fêté ses 10 ans en 2023. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont été touchés par la disparition de leur ancien maire. Ils ont eu l'occasion de se recueillir à l'hôtel de ville pendant 2 jours et étaient présents en nombre à Saint-Jean mercredi dernier pour les obsèques. Nous lui rendons à notre tour, en tant qu'élus du 7e, un hommage. Nous procéderons à 1 minute de silence après les expressions des conseillers et conseillères qui le souhaitent. Je crois, Madame Derrieux, que vous souhaitiez prendre la parole au sujet de nos deux collègues. Merci, Madame la maire. Pour ma part, je voulais juste témoigner vis-à-vis de la perte que nous avons eue au sein de ce conseil de Monsieur Sécheresse. Et comme vous l'avez dit, on parle d'un homme de culture, de conviction et surtout de ténacité. Depuis 2020, il a su nous apporter, à ma collègue Cécile et à moi-même, une écoute, des conseils et des suggestions toujours avisées dans cet art qu'est la politique. Politique qu'il vivait pour sa définition première, celle de la vie de la cité. C'est en cela que même si nos visions pouvaient parfois diverger, on pouvait se retrouver sur le bien à mener pour la ville de Lyon. Évidemment, je me joins à vos mots pour l'hommage que vous venez de rendre à notre ancien maire, Gérard Collomb. Merci.
Merci Madame Derrieux. Je vous propose de procéder à une minute de silence en hommage à Jean-Yves Sécheresse et Gérard Collomb. Je vous remercie. Pour votre information, suite au décès de M. Sécheresse, il y a des changements dans notre conseil d'arrondissement. Le premier changement, c'est l'arrivée de Eddy Acacia au sein du conseil d'arrondissement du 7e arrondissement. Il a été prévenu évidemment dès le décès de M. Sécheresse, mais il ne pouvait pas se rendre disponible ce soir pour son premier conseil d'arrondissement et il sera présent avec nous pour la séance de janvier. Et donc, il aura l'occasion de se présenter lui-même et peut-être de présenter également sa vision du 7e arrondissement. Et puis, pour la bonne information de toutes et tous, Madame Derrieux devient conseillère municipale aussi par le même mécanisme. Donc, voilà, félicitations à vous, même si les circonstances ne sont évidemment pas heureuses. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance en la personne de Benjamin Orgogozo. Qui s'y oppose? Personne. Monsieur Orgogozo, vous avez la parole pour l'appel nominal. Merci. Alors, Fanny Dubo. Présente. Luc Voiturier. Présent. Bénédicte Pagesnik. Présente. Boris Miachon de Bar est excusé et donne pouvoir à Barthélémy Chénaud. Eugénie Vibert. Présente. Benjamin Orgogozo présent. Florence Lécluse. Présente. Clément Escaravage. Présent. Aurélie Gris. Présente. Barthélémy Chénaud. Présent. Maxence Galis. Présent. Sylvie Tomic. Présente. Mohamed Chi est excusé et donne pouvoir à Fanny Dubo. Laurent Bosetti. Présent. Céline Delorens. Présent. Audrey Enoch. Raphaël Michaud. Présent. Vincent Monod est excusé et donne pouvoir à Bénédicte Pagesnik. Eddy Acacia est excusé. Yacine Fekran est excusé et donne pouvoir à Maxence Galis. Sophie Pécourt est excusée et donne pouvoir à Luc Voiturier. Thomas Dossu est excusé. Caroline Ramirez est excusée et donne pouvoir à Eugénie Gibert. Lucie Vacher. Émilie Derrieux. Cécile Breuil n'est pas là. Et Sarah Payon est excusée. Merci, Monsieur Orgogozo. Donc, comme à notre habitude, nous commençons notre conseil d'arrondissement par les saisines du conseil de la vie associative et locale. Alors, généralement, nous avons 2 saisines. Le règlement dit jusqu'à 2 saisines par conseil d'arrondissement, mais ce soir, nous avons une seule saisine et c'est une question qui traite du lien intergénérationnel. Et le rapport est présenté par Madame Nicole Galli, qui est présente avec nous ce soir. Je vous cède la parole, Madame Galli. Oui, bonsoir. Nous sommes en fait 2 associations présentes ce soir. Moi-même pour l'association Horizon Parrainage. Et moi, Aïda Sané, pour l'association Famille Culture Éthique. Excusez-moi de ne pas vous avoir cité, Madame Sané. Vous êtes évidemment également la bienvenue pour poser cette question. Voilà, et je crois que Madame Sané va commencer. Voilà, je vais aborder, nous avons deux parties pour nos questions, donc je démarre. Est-ce que vous entendez bien? Oui, je pense que c'est bon. Donc voilà, la première question, c'était comment encourager le lien intergénérationnel? Quelles actions peuvent être mises en œuvre pour y travailler et comment réfléchir à une coordination des acteurs dans ce secteur, globalement? Voici la question. Pour la première partie, je laisse Nicole poser la
Je ne sais pas si on aborde déjà la première partie ou si on pose toutes les questions. Non, vous pouvez poser globalement la question, puis Madame Wiber répondra également globalement. Je laisse Nicole alors poser la deuxième. La deuxième question, c'était quels sont les actes de la politique de promotion du lien intergénérationnel et quelles sont les actions prévues dans le 7e arrondissement, voire dans la ville de Lyon? Merci à vous, mesdames. Donc, je vais proposer pour répondre à cette question de céder la parole à Madame Wiber, qui est entre autres adjointe au lien intergénérationnel. Et puis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, Madame Galli, si vous souhaitez réagir, c'est tout à fait possible. Madame Wiber, je vous cède la parole. Merci à vous deux pour cette question. Donc, placer le lien intergénérationnel au cœur de notre politique locale est un enjeu sociétal de lutte contre l'agisme, qu'il s'exerce envers les plus jeunes ou bien envers les plus vieux. De ne pas uniquement penser une politique pour les plus jeunes d'un côté, puis pour les un peu moins jeunes, et enfin pour les seniors, les personnes âgées d'un autre côté. C'est donc un enjeu sociétal de vivre ensemble. La mairie du 7e arrondissement, au titre de sa compétence d'animation de la vie locale, est à l'initiative de temps festifs, d'événements tout au long de l'année qui rassemblent les habitants et habitantes de notre arrondissement, quel que soit leur âge. C'est le cas du Forum des associations organisé chaque année, de la fête du 7e arrondissement qui a eu lieu en 2022, du Festival des cuisines du monde que nous avons organisé en mai dernier avec le 3e arrondissement, ou encore de la fête des Lumières du 7e que nous organisons chaque année devant la mairie du 7e depuis le début de notre mandat. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rendez-vous ce jeudi à 17h30 devant notre mairie. On sent que cette question du lien intergénérationnel, c'est vraiment une préoccupation qui est largement partagée. Nous sommes régulièrement sollicités par des associations, des structures d'hébergement de personnes âgées ou encore des structures éducatives pour des mises en lien dans le cadre de projets intergénérationnels que des acteurs de notre arrondissement souhaitent porter. Voici encore un exemple de la manière dont nous soutenons les projets intergénérationnels, en mettant en réseau des porteurs de projets. Peut-être un dernier exemple qui montre que le lien intergénérationnel est une préoccupation très actuelle et que les instances que nous avons impulsées dans notre arrondissement permettent de soutenir. Le lien intergénérationnel est la thématique sur laquelle le conseil d'arrondissement des enfants du 7e arrondissement travaille depuis la rentrée de septembre. Les enfants élus travaillent à un projet qui pourrait prendre la forme d'une rencontre festive dans une structure d'hébergement de personnes âgées au printemps. Un des souhaits exprimés par les enfants étant de pouvoir échanger avec leurs aînés sur leurs enfances respectives. Les enjeux du lien intergénérationnel sont évidemment bien plus larges. Je pense notamment au maintien à domicile des personnes âgées, non dépendantes, à la lutte contre l'isolement. J'ai donc principalement répondu à votre question en accent sur le champ de compétences de notre arrondissement, qui est l'animation locale. Et puisque vous demandiez également quelle était la politique à l'échelle de l'ensemble de la ville en la matière, nous transmettrons votre question au maire de Lyon qui pourra compléter les quelques éléments que je viens de vous apporter. Merci Madame Wiber. Peut-être avant de vous redonner la parole, mesdames, Monsieur Voiturier souhaitait compléter avec une vision quartier cité-jardin qui compte aujourd'hui effectivement beaucoup de seniors. Oui, c'est juste une illustration intéressante, c'est que à la cité Jardin, donc cité sociale qui comporte 550 logements, il y a un tiers des locataires qui ont plus de 65 ans. Et on devrait avoir en 2024 enfin, puisque ça fait 3 ans qu'on est sur le coup, la création d'un local associatif, alors qui va permettre notamment aux personnes âgées de pouvoir d'avoir un lieu où se réunir, parce qu'elles se réunissent dans l'espace extérieur aujourd'hui. Donc ce sera quand même plus simple l'hiver et en cas de mauvais temps. Et puis ça va être un local qui sera partagé entre plusieurs associations et j'espère bien que en fait ces personnes âgées et les autres feront des choses ensemble, parce que faire des choses ensemble, c'est un des bons moyens de développer des liens de sociabilité et des liens de solidarité. Merci. Merci à tous les deux. Est-ce que Mesdames Galli et Sané, vous souhaitez reprendre la parole, réagir? Oui, c'était simplement, je voulais rebondir sur la remarque
peut-être la remontée que vous aviez transmise du fait que les associations vous demandaient effectivement, même s'il y avait des actions effectivement de la mairie, demandaient quand même un peu plus d'implication. Je ne sais pas si vous avez plus de détails sur ce que vous demandent les associations en termes d'illustration, qu'est-ce qu'ils attendent en fait, quels sont les attendus, ce qui est important parce que du côté de mon association, je sais quels sont les attendus des familles ou de certaines associations qui travaillent effectivement avec des familles, mais c'est vrai que les associations sont peut-être différentes et ont différents attendus, ce qui permettrait de réfléchir à un projet. Et de mon côté, après j'en avais parlé à Nicole, sur la matrice d'un projet culturel, dont j'ai aussi parlé à M. Orbegozo. Voilà, si vous avez plus de détails sur les attendus des différentes associations. Alors, c'est vraiment très variable. Il y a des associations, des structures d'hébergement de personnes âgées, des crèches, des écoles, etc., qui ont des projets très précis en tête, déjà un peu pré-ficelés, et qui cherchent du coup vraiment une mise en lien pour justement, parce que une crèche, quand elle n'est pas à côté d'une structure d'hébergement d'urgence, pardon, une structure, je m'en mêle dans mes différentes casquettes sur ma délégation, dans une structure d'hébergement de personnes âgées, elle ne sait pas forcément vers qui s'orienter, etc. Il y a des structures qui sont extrêmement ouvertes à monter de nouveaux projets, etc. Donc là, c'est très variable sur le type de demande. Il y a des fois des projets bien ficelés, presque servis sur un plateau d'argent et il faut juste trouver le bon partenaire. Des fois, ça reste à co-construire entre différentes structures. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me solliciter par mail pour qu'on puisse échanger sur votre projet. Merci. Et donc, effectivement, comme le disait Madame Wiber, en plus de la réponse qui vous a été apportée ce soir en conseil d'arrondissement, nous allons délibérer le fait de transmettre cette question au maire de Lyon et il aura, je ne sais plus combien de jours, pour vous transmettre une réponse écrite qui sera transmise à la fois à vous en tant que rapporteur de la question, mais également à tout le conseil de la vie associative et locale pour qu'il puisse suivre les réponses aux saisines qui sont effectuées. Et donc, s'il n'y a plus de prise de parole, je vous propose de délibérer cette transmission de la question au maire de Lyon. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention, Madame Derrieux. C'est adopté. Nous allons donc passer à l'ordre du jour de notre conseil d'arrondissement, les dossiers qui nous sont proposés pour avis et qui seront ensuite votés par le conseil municipal. Le premier vous concerne également, Madame Wiber, puisque il concerne le foyer 44, vous savez, cette partie de la mairie qui était avant le commissariat de police nationale, avant qu'il ne déménage à Marius-Berlier et qui est aujourd'hui un foyer d'hébergement d'urgence. Et donc, vous allez nous parler de la convention qui nous lie justement autour de ce foyer. Je vous laisse la parole, Madame Wiber. Merci Madame la maire. Je vais me permettre en guise d'introduction de ce rapport un petit aparté pour rappeler l'action en justice contre l'État que le maire de Lyon a portée en octobre dernier aux côtés des maires de Paris, Strasbourg, Rennes, Bordeaux et Grenoble. Nos villes mettent en effet en place toutes les actions qu'elles le peuvent pour faire face à la situation qui ne fait que s'aggraver du sans-abrisme. Mise à disposition de patrimoine pour de l'hébergement d'urgence, subventions aux associations qui viennent en aide aux sans-abri, mobilisation des services municipaux et notamment des CCAS, et je ne fais pas une liste exhaustive. Aujourd'hui, nos collectivités ne peuvent pas faire face à l'ampleur de la situation seules et agir en faveur de la dignité des personnes sans la complicité de l'État, dont les moyens sont aujourd'hui sous-dimensionnés. S'il est du devoir de notre exécutif humaniste et progressif d'activer tous les... Excusez-moi, je vais reprendre. S'il est du devoir de notre exécutif humaniste et progressiste d'activer tous les leviers dont nous disposons pour lutter contre le sans-abrisme, et c'est ce que nous efforçons de faire, ce recours en justice clame donc la détresse de nos collectivités à court de moyens. J'en viens au rapport qui nous concerne et qui illustre bien que lorsqu'il le souhaite, l'État peut coopérer activement aux côtés des collectivités et des associations et donc prendre sa part dans des réponses concrètes de lutte contre le sans-abrisme. C'est ce que nous avions fait en décembre 2021
lorsque nous avons proposé à l'ADETS de mettre à disposition l'ancien commissariat du 7e arrondissement, vacant depuis quelques mois, pour héberger une dizaine de familles, soit une quarantaine de personnes en son sein. Ce sont d'autant de personnes qui ne se retrouvent pas chaque soir à se demander où elles vont dormir, comment elles vont se nourrir, où elles vont pouvoir prendre une douche, où leurs enfants vont pouvoir faire leurs devoirs, jouer, etc. Des besoins pourtant primaires qui sont pour ces personnes à la rue l'objet d'insécurité permanente. La convention d'occupation temporaire à titre gratuit du 44 était initialement prévue pour une durée de 2 ans entre notre ville et l'ADETS, donc. Elle arrive à échéance ce 19 décembre, soit dans quelques jours. Alors que la trêve hivernale est entamée et que des solutions de relogement n'ont pas été trouvées pour l'ensemble des familles hébergées, il est donc proposé de reconduire cette convention d'occupation temporaire jusqu'au 31 mars 2024 dans les mêmes conditions qu'actuellement. À titre informatif, la valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 78 307 € et 16 centimes très précisément, l'ADETS prenant à sa charge la consommation de fluides liés à l'utilisation des locaux. Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'approuver ce rapport. Merci Madame Bieber. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Madame Gris, allez-y. Merci Madame la maire. En France, alors que nous venons de célébrer il y a quelques jours la Journée internationale des droits de l'enfant, 2373 enfants dorment dehors, exposés au froid, à l'insécurité et à la précarité. Ils sont 330 dans notre métropole, dont 158 enfants à Lyon. Il y a 2 ans, à la même période, alors que je prenais ici même la parole sur le même sujet, il n'était que 123 enfants dans la métropole à dormir dans la rue. L'ensemble de ces chiffres hallucinants n'inclut pas les mineurs non accompagnés. Et encore, ces chiffres seraient sous-évalués, ne s'appuyant que sur les appels reçus par le 115 et ne tenant donc pas en compte de toutes les personnes et familles qui, par dépit, se sont résignées à ne pas appeler ce numéro. Fin octobre, le squat, ou dit lieu de vie informel pyramide, situé dans notre arrondissement, a été expulsé par la préfecture, sans solution stable de relogement, notamment pour 40 familles avec enfants qui s'y trouvaient. Présente dès 6 heures ce matin-là, j'ai pu, comme les voisins, voisines et soutiens, me confronter encore une fois au manque de considération de notre préfecture pour les personnes sans domicile. Cette préfecture qui a pourtant en charge l'hébergement d'urgence. Mais le 115, dispositif financé par l'État, est saturé. Il ne peut plus mettre à l'abri, en raison notamment de la fermeture des places d'hébergement, au moins 14 000 places sur 2022 et 2023. Fin octobre encore, c'est Laure qui a été remise à la rue avec ses 3 enfants, 3 ans, 1 an et 1 mois, par la métropole de Lyon. Vendredi dernier, ça a été le tour de Laetitia et sa petite fille d'1 mois. Cette métropole qui a pourtant en charge la protection de l'enfance et de l'hébergement des femmes enceintes et des mères isolées. Mais en France, on refuse ou on arrête de mettre des enfants à l'abri. La responsabilité incombe autant au gouvernement qu'au département, ici de la métropole de Lyon. Mais les deux se renvoient la balle inlassablement, pour des questions d'argent supposé ou de vision politique. À titre d'exemple, les départements de l'Ain, du territoire de Belfort, des Bouches-du-Rhône et de la Vienne ont annoncé la suspension pour 3 mois de la protection par l'aide sociale à l'enfance des enfants non accompagnés, c'est-à-dire des enfants sans domicile. Dans toutes ces situations non exhaustives, les enfants sont encore les premières victimes. Où est passée notre humanité? Je ne développerai pas ici, mais l'absence de domicile a des conséquences graves sur la scolarité, la santé physique et mentale des enfants. Pourtant, la France a été condamnée 2 fois en 2 ans. La dernière condamnation date du 24 novembre dernier, en raison du refus d'exécuter des injonctions du juge des référés concernant l'hébergement d'urgence. Pourtant, dans une décision du 1er juillet 2020, le Conseil d'État précise et élargit les obligations des départements en matière d'hébergement et de prise en charge des femmes enceintes et des mères isolées. Je cite, « En principe, à la charge de l'État, les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, physique ou sociale. Il résulte des dispositions citées que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de 3 ans, qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département.
Pourtant, dans la métropole de Lyon, près de 18 000 logements sont vides depuis plus de 2 ans, dont 70 qui appartiennent à des organismes publics, ce qui donne aisément des marges de manœuvre importantes pour les réquisitionner et les transformer en lieux d'hébergement d'urgence. Pour les centaines de locaux temporairement laissés vacants, car en transition entre 2 affectations en attente de travaux, une grande partie d'entre eux pourrait être utilisée pendant cette période pour accueillir des personnes sans abri, en signant des conventions d'occupation intercalaires entre le propriétaire du bâtiment et l'association agréée par l'État. Pourtant, les mesures prises pour l'accueil des réfugiés ukrainiens prouvent que le volontarisme politique permet d'atteindre l'objectif zéro sans-abri. Alors, en solidarité, partout en France, des associations réclament la réouverture de 10 000 places d'hébergement d'urgence, soutenues par des députés à l'Assemblée nationale. Ces associations se mobilisent aussi sur notre territoire. Avec le collectif Jamais sans toi, ce sont 10 écoles à Lyon qui ouvrent leurs portes chaque nuit pour loger une trentaine d'enfants et leurs parents. Le collectif Solidarité entre femmes à la rue et l'association Droit au logement 69 occupent depuis 1 mois le CCVA de Villeurbanne. Une soixantaine d'enfants y trouvent refuge avec leur mère ou leurs 2 parents. Pour ces collectifs et ces associations, tous ces collectifs et ces associations organisent des rassemblements, le dernier ayant eu lieu devant la métropole jeudi dernier. En laissant des enfants à la rue, l'État et les collectivités ne respectent pas les droits fondamentaux inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant et n'assument pas non plus leur obligation essentielle de solidarité, de protection sociale et d'hébergement. Alors, quand une ville, comme Lyon, est proactive, va au-delà de ses compétences et ouvre dans les associations une centaine de places d'hébergement dans plusieurs bâtiments du patrimoine municipal, dont l'ancien commissariat du 7e arrondissement, pour accueillir une dizaine de familles, nous ne pouvons que prendre part à cette politique altruiste et la soutenir. La ville pallie comme elle peut aux carences institutionnelles, mais elle ne peut pas tout. Les besoins d'hébergement ne sont clairement pas couverts, ils ne s'arrêtent pas à la fin de la trêve hivernale, et l'hébergement d'urgence n'est pas une solution sur du long terme. Pour nous, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. L'accès à un logement durable pour tous et toutes n'est pas négociable, il ne peut pas être sous condition. Nous continuerons alors à faire pression sur l'État, qui a sabré dans les budgets des aides au logement et des bailleurs sociaux, sur la préfecture et sur la métropole, pour qu'ils prennent des décisions aussi évidentes, aussi simples, que de mettre à l'abri 330 enfants et leurs parents. Certains combats n'ont pas de couleur politique, ils ont juste la couleur de l'humanité. Je vous remercie. Merci, Madame Gris. Madame Vacher, vous souhaitez ajouter quelques mots? Oui, merci Madame la maire. Je souhaiterais, pour commencer, préciser que nous sommes en conseil d'arrondissement en conseil du 7e arrondissement de Lyon et non en conseil de la métropole de Lyon. Préciser par ailleurs que j'entends que du coup il y a une compréhension du côté de la ville de Lyon sur des actions telles que celle qui nous est présentée aujourd'hui en conseil d'arrondissement et que par ailleurs la ville de Lyon ne peut pas tout. Je précise donc que le mécanisme est le même pour la métropole de Lyon, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre importantes sur cette question du sans-abrisme et de l'hospitalité. Pour exemple, sur 2023, nous avons plus de 2300 personnes qui ont été mises à l'abri entre janvier et octobre 2023 par la métropole de Lyon, dont un tiers d'entre elles qui ne sont pas des compétences de la métropole de Lyon, c'est-à-dire pas des mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans, comme cela a été précisé, que par ailleurs, il y a un engagement de la métropole de Lyon de mettre à l'abri les personnes, femmes enceintes, jusqu'au 1er mois de l'enfant, lorsqu'elles ne sont pas isolées, pour venir sécuriser cette arrivée d'un enfant. Donc on peut entendre et décrire cette orientation comme une remise à la rue au mois de l'enfant, ou bien on peut aussi venir dire que la métropole va plus loin sur ses compétences et qu'elle s'engage sur cette période cruciale qui est la fin de la grossesse et l'arrivée d'un premier enfant, qu'elle travaille par ailleurs et qu'elle espère que l'État puisse faire une continuité des prises en charge, parce qu'effectivement, c'est un des objectifs dans toutes les différentes mises à l'abri qui sont réalisées par ailleurs. Mais là aussi, elle ne peut pas tout. Venir sur la question de l'arrivée des mineurs non accompagnés. Nous sommes dans un contexte sur la métropole de Lyon, mais aussi au niveau national, avec une importante affluence de jeunes qui se présentent comme mineurs non accompagnés. Sur l'année 2023, pour la métropole de Lyon, il y a eu 2500 jeunes qui se sont présentés comme mineurs non accompagnés et ils étaient 1200 en 2022. Ils sont actuellement plus de 300 à être mis à l'abri avant l'évaluation de minorité et d'isolement.
Et face à du coup ces arrivées, vous avez certains départements qui ont arrêté l'accueil des mineurs non accompagnés. Ils sont au moins 3 sur le territoire national. Donc on a des collectivités localement qui s'engagent et qui par ailleurs portent au niveau national et donc auprès de l'État des engagements qui puissent aller dans le même sens pour travailler. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne le verbalisent peut-être pas en conseil d'arrondissement que pour autant elles ne s'engagent pas par ailleurs. Voilà, je vais peut-être m'en arrêter ici. Merci. Merci Madame Vacher pour ces précisions. Avant le vote du rapport, moi je tenais aussi à exprimer mon inquiétude face à ces situations de plus en plus dramatiques. Un certain nombre d'enfants scolarisés dans le 7e arrondissement qui sont à la rue, et je remercie vraiment fortement les parents qui se mobilisent, les collectifs. On est en contact avec eux tous les jours. Certains occupent des écoles et la ville a une tolérance aussi sur l'occupation des écoles, parce que malheureusement, quand il n'y a pas de place en hébergement d'urgence et qu'il fait 0 degré dehors, eh bien, il faut bien trouver des solutions. Et je tiens également à dire que nous avons, avec Madame Bibard notamment, fait passer un certain nombre de situations auprès de la métropole de Lyon, qui les a tout à fait entendues, pris en charge, nous a donné les informations, rectifié un certain nombre de choses d'un point de vue administratif. En tout cas, le dialogue est bien établi, et quand la métropole de Lyon doit héberger, peut héberger, elle le fait, et elle a pris en charge un certain nombre de familles du 7e qui étaient dans ces situations-là, notamment quand ce sont des familles monoparentales, qu'il y a une maman seule avec ses enfants. Voilà, je vous propose de nous en arrêter là pour ce débat qui pourrait nous occuper, tant la situation est préoccupante, et aujourd'hui particulièrement parce qu'on a un certain nombre d'écoles qui vont être occupées ce soir par des familles à la rue. Mais je vous propose à ce stade que nous votions la prolongation de cette convention pour le foyer 44. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Et on poursuit avec vous, Madame Wiber, cette fois, pour nous parler du plan handicap de la ville de Lyon pour 2023-2026. Merci. Du coup, j'entame le chapitre handicap de ma délégation. Et ce qui est tout à fait d'actualité, puisque se tient actuellement la quinzaine du handicap organisée par notre ville, et c'est une première dans Lyon. Je salue Laurent Bosetti en face de moi sur l'organisation de cette quinzaine du handicap. Donc pour en venir spécifiquement à ce rapport, donc le plan handicap, c'est véritablement la feuille de route, donc sur une période triennale 2023-2026, de la politique municipale pour viser l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de compétences de notre ville. Alors que la Défenseure des droits dénonce une approche médicalisée de la politique handicap nationale, ce plan s'inscrit dans la ligne des préconisations de la Convention internationale des droits des personnes handicapées de l'ONU, et donc une approche intégrative, contrairement à celle qui prévaut aujourd'hui en France. Avant de présenter succinctement les 5 axes de ce plan, je tenais à souligner la méthode employée, qui témoigne véritablement de la volonté affirmée de la ville de Lyon de changer de paradigme pour tendre vers une construction d'une politique et par extension d'une cité véritablement inclusive. Donc les 5 axes de ce plan et la centaine d'actions concrètes qui en découlent sont issus d'un travail de co-construction étroit entre les membres de la commission communale d'accessibilité, que j'aurai l'occasion de détailler dans le prochain rapport, les élus et des différentes délégations et les services de la ville. J'en viens donc aux 5 axes qui sont déclinés en une centaine d'actions dans ce plan. Donc le premier axe, donc le fait de résorber la dette d'accessibilité de la ville de Lyon. Alors je ne vais pas forcément détailler l'ensemble de ces 5 axes, mais je voulais quand même mettre en exergue quelques actions qui sont menées, et notamment sur donc, cette dette d'accessibilité. Je tenais à valoriser le doublement du budget de notre ADAP, donc l'agenda d'accessibilité programmé, initialement prévu dans la programmation pluriannuelle d'investissement de notre ville, qui passe de 8 à 16 millions d'euros, ce qui permet à la ville de s'engager à atteindre 50% de son agenda d'ici fin 2026, alors que nous avions hérité au début du mandat d'un retard important sur l'adaptabilité, enfin sur l'accessibilité de nos équipements. Donc ce doublement de l'ADAP, il permet également de renforcer les équipes qui sont dédiées à sa mise en œuvre.
Donc le deuxième axe, le fait de promouvoir une ville pour tous les enfants. Et là également, je tenais à souligner une des actions qui est mise en œuvre, qui est celle d'augmenter le nombre d'AESH sur les temps périscolaires, avec une enveloppe qui est de 120 000 € qui était initialement consacrée à ces animateurs donc en 2022 et qui va atteindre les 834 000 € sur l'année 2024. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur les 3 prochains axes et de toute manière, j'aurai l'occasion de détailler quelques éléments dans le prochain rapport. Donc le 3e axe, agir pour davantage d'autonomie au quotidien et notamment sur l'organisation de grands événements. Donc ça concerne vraiment les aménagements spécifiques pour orienter les personnes en situation de handicap, par exemple dans le cadre de la fête des Lumières, d'événements sportifs, etc. Le 4e axe, renforcer le pouvoir d'agir des personnes handicapées. Et le 5e, donc le fait de travailler une collectivité exemplaire dans son fonctionnement. Voici en quelques mots comment je pouvais résumer ce plan. Beaucoup d'actions ont déjà été engagées depuis le début de mandat et seront poursuivies. Donc ce plan a également vocation à évoluer sensiblement, notamment en collaboration étroite avec la commission communale d'accessibilité et du coup ses retours sur les actions mises en œuvre et leur priorisation. Voilà ce que je pouvais dire. J'espère que j'ai fait honneur à ce plan qui est dense en action et en priorisation. Merci Madame Wiber. Monsieur Bosetti n'a pas bronché, donc je pense que c'était une bonne présentation. Je vois Madame Derrieux que vous souhaitez prendre la parole, je vous en prie. Merci Madame la maire. Bien évidemment, mon vote sera favorable à cette démarche. Néanmoins, je tenais juste à rappeler que Jacques Chirac a beaucoup œuvré pour les lois relatives au handicap, notamment avec les 3 principales, les lois de 1975, de 1987 et de 2005, qui sont devenues les piliers des lois relatives au handicap en France. Alors, je ne peux que me réjouir de ce que vous venez de nous présenter ce soir, qui s'inscrit dans le droit fil de Jacques Chirac. Je me permets néanmoins de souligner une chose, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie à avoir, car avant tout, c'est bien la personne et son bien-être qui doivent et sont au cœur de ces dossiers. Merci Madame la maire. Merci Madame Derrieux. Je ne sais pas si Monsieur Bosetti ou Madame Wiber, vous souhaitez réagir. Non, je vous remercie et soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté et on poursuit avec vous, Madame Wiber, et vous l'avez déjà évoqué dans votre intervention précédente, le rapport annuel d'activité de la Commission communale pour l'accessibilité de la ville de Lyon. Merci. Donc on a déjà eu l'occasion d'évoquer cette commission communale d'accessibilité lors de précédents conseils. Donc c'est aujourd'hui le rapport d'activité que je vais tenter de vous synthétiser. Donc la mission égalité de la ville de Lyon qui coordonne vraiment cette commission d'accessibilité avait pour usage de faire un rapport biannuel. Donc le dernier avait été publié fin 2021 pour la période 2019-2020. Alors que celui-ci porte sur les 3 dernières années, dont l'année en cours. L'objectif à venir est de publier un rapport annuel allégé de l'année en cours dès la fin de l'année 2024 et donc de rythmer les travaux et les avancées de la Commission en matière d'accessibilité. Donc quelques éléments quantitatifs et qualitatifs sur l'année écoulée. Donc 4 réunions plénières ont eu lieu sur l'année 2023 contre 3 les années précédentes, ce qui a largement contribué à faire aboutir au plan handicap que je présentais dans le rapport précédent et que ce plan soit vraiment élaboré de manière co-construite avec les associations et les membres de cette CCA. Je vais rapidement présenter les principales pistes des 5 groupes de travail qui ont permis d'alimenter les projets qui sont pilotés par la ville. Donc le premier groupe de travail qui est un groupe portant sur les établissements recevant du public, le groupe de travail ERP,
a permis de prioriser du coup les lieux qui devaient être équipés de balises sonores à leur entrée et également de définir et de qualifier l'accessibilité d'accueil par typologie de RP pour vraiment valoriser les lieux qui sont déjà accessibles au public et communiquer sur leur existence. Le deuxième groupe de travail portant sur les espaces publics a permis d'associer les membres de la CCA qui sont intégrés à ce groupe de travail, de suivre les projets de chantier d'espaces publics pour porter un regard vraiment spécifique sur l'accessibilité des nouveaux aménagements. Et dans notre arrondissement, c'est l'objet de la ZAC des Girondins qui est concerné par ce groupe de travail et ce suivi un peu plus spécifique. Le troisième groupe de travail, celui sur la culture, a principalement axé ses réflexions sur l'agenda numérique de l'offre culturelle accessible de la ville. Le groupe de travail sur le numérique, qui a permis de finaliser un schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique et notamment qui permettra de rendre plus accessible le site de notre ville, donc lyon.fr, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Et enfin, le groupe de travail sport qui a travaillé sur les axes prioritaires pour développer et promouvoir le sport accessible. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur ces éléments qui sont détaillés dans le rapport, mais je profite tout de même de cette présentation pour valoriser un peu les évolutions de la commission communale d'accessibilité pour l'année à venir. Donc, en lien justement avec le plan handicap de la ville et les recommandations de la CIDPH, donc la ville de Lyon souhaite donner davantage de place aux personnes concernées pour assurer leur participation dans ces instances et dans les décisions qui sont prises, ainsi qu'une meilleure représentation. Donc, pour cela, 3 évolutions principales. Donc, le fait de nommer un vice-président citoyen au sein de la CCA aux côtés du vice-président élu représentant du maire. Donc, ce vice-président citoyen aura du coup pour rôle d'incarner la représentation des personnes en situation de handicap dans la préparation des séances et le suivi des travaux. La deuxième évolution, du coup, c'est que la liste des membres de la CCA sera élargie à des associations, des collectifs de citoyens et des groupes d'entraide mutuelle qui sont essentiellement composés de personnes en situation de handicap et cela ayant pour objectif de favoriser une prise de parole plus directe des personnes concernées. Et enfin, la dernière évolution qui consiste à un arrêté de désignation des membres de la CCA pour préciser la qualité de ces membres, pour éviter des éventuels conflits d'intérêts si ces membres sont également des représentants de personnes, s'ils siègent à la fois comme représentants de personnes en situation de handicap ou en tant qu'association gestionnaire d'établissements médico-sociaux. Voilà pour résumer un peu ce rapport annuel. Merci. Madame Bieber, est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. En tout cas, on acte qu'il nous a été présenté le rapport annuel. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, mais il faut le voter en fait. C'est pour ça. Voilà. Donc c'est adopté. Et justement, vous en parlez, Madame Bieber, du schéma pluriannuel de mise en accessibilité numérique. Et donc, il nous est présenté par Maxence Galis. Vous avez la parole. Merci Madame la maire. Je vais essayer de ne pas faire trop de redites puisque Madame Bieber a déjà bien introduit le sujet, notamment sur l'accessibilité et plus particulièrement, moi je vais parler de l'inclusion numérique du handicap. Donc, pour rappel, l'un des principes fondamentaux que porte la Convention relative des droits des personnes handicapées, c'est la participation et l'inclusion pleine et effective dans la société des personnes en situation de handicap. Du coup, il y a des directives internationales, nationales également. Et pour les Nations Unies, il y a 4 principes de l'accessibilité du web. C'est être perceptible, être utilisable, être compréhensible et être robuste. Donc du coup, en France, il y a une loi qui date de 2005 qui donne des objectifs avec un référentiel commun d'accessibilité
qui prend en compte l'accessibilité numérique et la stratégie globale du numérique. Ça permet aussi d'avoir une évolution dans le temps, de s'adapter aux nouvelles technologies. Donc l'accessibilité, c'est un grand mot qui englobe un peu toutes les étapes et les étages du service public, des ressources humaines, ressources financières, les actions de formation, de sensibilisation, l'intégration de clauses contractuelles, des techniques du numérique aussi. Et donc à chaque étape de conception du service public ou même d'engagement politique, on devrait pouvoir être modulable pour ces personnes. Donc depuis 2020, les ambitions de la ville de Lyon en matière d'accessibilité numérique se sont renforcées avec 3 axes. Une volonté politique qui est affirmée, une organisation administrative renforcée et des moyens financiers. Donc pour faire un peu court et pas tout redire ce qu'il y a à l'intérieur de ces délibérations, notamment sur les engagements politiques qui ont été renforcés et valorisés grâce à 2 délégations au sein de la ville de Lyon, dont Laurent Bessetti, présent ce soir, et Bertrand Mas en charge de l'administration générale et informatique. On peut aussi noter des documents phares qui ont été rédigés avec des orientations stratégiques, le pacte des usagers et le schéma de promotion des achats, qui permettent du coup d'inclure des clauses aussi du numérique en promotion pour le handicap. Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité, il est voté sur la période 2024-2026 et il rappelle donc toutes les mesures qui sont structurelles et qui mettent en place toutes les actions menées aussi depuis 2020. Donc c'est issu d'un travail collaboratif avec le CCA qu'on a parlé juste avant, mais on tient à rappeler qu'il y a une volonté d'engagement à maintenir en fait l'ensemble des accès aux démarches aux citoyens et citoyennes aussi de manière dématérialisée. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et on poursuit avec vous, Madame Lécluse, et on parle du périscolaire. Bonjour. Bonsoir. Concernant ce rapport, il s'agit de l'octroi de crédits pour les coopératives scolaires. Comme vous le savez, le nouveau projet éducatif de Lyon, qui est mis en œuvre depuis maintenant 3 ans, favorise l'épanouissement de l'enfant sur l'ensemble des temps scolaires. Et aujourd'hui, cette délibération concerne plus spécifiquement l'octroi de crédits et de subventions pour les voyages découvertes en dehors de la ville de Lyon. Donc, c'est de financer des séjours de 3, 4 à 5 jours. Et pour permettre à tous les enfants de partir, il y a des subventions et chaque école obtient une aide financière en fonction du nombre des enfants et du coefficient des enfants. Cette délibération concerne la rectification et la mise l'actualisation de ces coefficients. Donc, pour permettre à tous et à toutes de partir en voyage découverte, on a tous des grands souvenirs de ces voyages découvertes, je vous invite à voter favorablement. Alors, merci. Bon, vous nous avez présenté le rapport suivant, en fait. Hein. Vous avez présenté le 1777. Ah bah oui, c'est celui-là. Mais c'est pas grave. Non, mais comme ça, on le vote, et puis après, on revient à celui d'avant. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je le soumets donc à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et donc, on revient au 1785, si vous le voulez bien, Madame Lécluse, sur le périscolaire. Bah alors, on va toujours parler du périscolaire. Là, c'était effectivement l'extrascolaire. Le périscolaire, et on est toujours dans le cadre du projet éducatif de Lyon. Il s'agit de renouveler la convention qui lie à la fois la ville de Lyon avec l'éducation nationale et la CAF, la Caisse d'allocation familiale du Rhône. C'est une convention qui est votée de manière triannuelle, qui a été prolongée en 2022-2023 et pour l'année 2024-2025, on doit renouveler cette convention. Dans cette convention, la ville de Lyon réaffirme notre attachement à l'organisation scolaire sur 4 jours. Néanmoins, on cherche, et c'est les discussions qui sont en cours, à faire évoluer
Les temps périscolaires, c'est-à-dire avant la journée, donc la garderie du matin, le temps du midi et la garderie du soir, et les temps d'après l'école. Ça, c'est en discussion et il y aura un vote qu'on va vous présenter en mars 2024. Les points qui sont à la discussion et qu'on veut réaffirmer, et avec l'accord de l'ensemble de la communauté éducative, c'est notamment la structuration, je vais aller dire la professionnalisation de la filière animation au sein de la ville de Lyon, avec la nomination des directeurs et des directrices de centres de loisirs, ça c'est déjà fait, mais d'accompagner et de développer la fonction d'animateur pour les centres de loisirs. Mais c'est aussi, et ça fait le lien avec ce que vient de présenter Madame Vibert sur la politique handicap, de confirmer, d'amplifier le soutien aux enfants en situation de handicap. Il y a déjà des animateurs spécialisés pour accompagner les classes ULIS, mais c'est aussi de former et de professionnaliser des animateurs pour accompagner les enfants en situation de handicap pendant le temps de midi et pendant les temps périscolaires. Enfin, la dernière proposition qui est encore en cours de discussion, c'est de rénover le temps du soir. Sans rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de parents ici qui le savent, il y a 2 temps à partir de 16h30. On ne souhaite pas bouger les horaires, donc 16h30, 18h30, ça ne bougera pas, mais de rénover cet accompagnement qui est aujourd'hui en 2 temps, mais d'en faire quelque chose de plus construit pour favoriser à la fois les apprentissages, mais aussi l'accompagnement et le divertissement de ces enfants-là pendant le temps du soir. C'est encore en cours de discussion et la proposition sera votée et proposée en mars 2024 pour une mise en œuvre en septembre 2024. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lécluse. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté et je vais donc vous présenter le rapport suivant qui a pour sujet la mise en place d'un référent alerte éthique destiné à recueillir les signalements émis par les lanceurs d'alerte. La mise en place d'un dispositif d'alerte éthique dans les collectivités est une obligation depuis 2016 et donc il n'y avait pas encore de procédure à la ville de Lyon. Cela permet plusieurs choses, lutter contre la corruption et protéger les lanceurs d'alerte par la mise en place d'une procédure garantissant la confidentialité. Alors pour rappel, un lanceur d'alerte est toute personne, groupe ou institution qui adresse un signal d'alarme en espérant enclencher un processus de régulation ou de mobilisation collective après avoir eu connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale. Les lanceurs d'alerte sont essentiels à notre société et j'ai une pensée ce soir pour Michel Rivasi qui a notamment lancé l'alerte des pesticides et qui nous a quittés la semaine dernière. Pour en revenir à la délibération, la ville de Lyon propose que ce référent éthique soit l'inspectrice générale des services, donc Evelyne Gauchard-Makiston, qui est de fait à un poste qui lui garantit une indépendance. Un dispositif de contact est mis en place pour garantir la stricte confidentialité du lanceur d'alerte et vous avez tous les détails dans le rapport, donc je ne développe pas ici. Je vous suggère de voter favorablement, mais avant ça, je prends vos interventions s'il y en a. Je n'en vois pas. Je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et je cède la parole à Monsieur Orgogozo qui va nous présenter les 2 prochains rapports conjointement puisqu'ils concernent tous les 2 l'association Roger Tator, bien connue dans le 7e arrondissement. Bien, merci. Effectivement, donc, je vais vous parler de l'association Roger Tator. J'ai déjà fait plusieurs fois, puisqu'elle est soutenue chaque année par la ville. Mais en plus de son activité de galerie et donc d'exposition, elle a développé un projet dit de Factatory, dont on a aussi parlé, et qui, depuis 2019, était hébergé sur d'actuels terrains de la SNCF, pas très loin du croiseur. Alors ce lieu était pensé comme un lieu pouvant à la fois faire office de résidence d'artiste, mais aussi faisant office de ressourcerie. Et pour moi, ce dernier point me semble très important, tant il met l'accent sur le fait que la création artistique, comme toute activité humaine d'ailleurs, est forcément consommatrice de ressources qu'il est important d'économiser. Permettant la création des artistes résidant à la Factatory, cette ressourcerie a aussi été l'occasion de créer des liens avec d'autres structures de l'arrondissement et du territoire local, comme le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, ce qui est d'ailleurs une autre vertu de la mutualisation des ressources. Néanmoins, la mise à disposition de ce terrain était prévue jusqu'à fin 2023,
Et pour les différentes raisons que je vous ai rapidement expliquées, il était évidemment important que la Factatory puisse continuer à exister et continuer d'accueillir des artistes, tout en prouvant les bienfaits du recyclage et de la collectivisation des matières premières pour la création. Et cela fait donc plus de 2 ans que la question de trouver de nouveaux locaux pour l'accueillir est abordée. Et c'est avec une grande satisfaction qu'a finalement été trouvée la solution des locaux donc aux 334 et 340 avenue Jean Jaurès. Et le fait qu'il soit situé au sud de l'arrondissement permet évidemment de garder les liens déjà créés, mais aussi de montrer notre volonté d'encourager une dynamique de cette partie de l'arrondissement pour maintenir ou accueillir des structures culturelles avec par exemple le Grand Large, le Nid de Poule, la Friche Lamartine et d'autres. Donc, pour revenir au contenu de la délibération proprement dite, donc ces locaux représentent à peu près 1500 m², incluant un bâti d'environ 100 m², qui correspondent bien aux besoins de la Factatory, mais qui, vu leur état, n'auraient pas pu être occupés de manière plus classique, on va dire. Une convention a donc été signée jusqu'à fin 2026 pour permettre cette occupation. Donc les 2 délibérations, l'une traite du montant du loyer annuel, donc il sera de 2500 €. Pour information, il était de 3600 € pour le terrain de la SNCF, mais qui était 2 fois plus grand et ne comportait pas de bâtiment dur. Et la deuxième délibération, c'est juste un avenant pour allonger d'1 an une subvention d'investissement de 10 000 € qui avait déjà été votée, qui normalement devait être jusqu'à fin 2023. Mais étant donné les délais qui ont un petit peu rallongé, il est nécessaire de repousser à 2024 cette convention pour que l'association Rogetator puisse sereinement investir les lieux. Merci, Monsieur Orgogozo. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Non, je vais donc soumettre ces rapports à vos voix. D'abord le 17087, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et ensuite le 17088, qui est contre, qui s'abstient, il est adopté. Monsieur Orgogozo, vous gardez la parole pour le rapport suivant qui concerne les archives municipales de Lyon. Tout à fait. Et là, pour le coup, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé, je crois. Enfin, pas moi, en tout cas. Alors, donc les archives de Lyon ont comme objectif premier de collecter, conserver, classer et communiquer les archives de la ville, tant publiques que privées, quand ces derniers ont un lien avec l'histoire de Lyon. Alors, juste pour rappel, il y a 2 types d'archives, les archives dites classiques ou physiques, et les archives numériques, dont l'essor est évidemment considérable ces derniers temps. D'un point de vue purement pratique, l'afflux toujours croissant de nouveaux documents physiques ou numériques, même si le numérique consomme aussi beaucoup de ressources physiques, je tiens à le rappeler. Donc cet afflux pose des questions, et chaque année, environ 200 mètres linéaires de documents supplémentaires sont stockés, ce qui laisse environ 5 ans aux archives pour trouver une solution à ce problème de stockage. En parallèle de cette évolution, les archives doivent aussi s'adapter à des usages qui sont plus diversifiés, notamment permis par le numérique, mais pas que. Donc maintenir une médiation, un accès physique aux archives, tout en développant des services d'accès à distance ouverts à tous et à toutes. Alors ce plan, pour les 3 prochaines années, définit les axes suivants, que je vais énumérer brièvement. L'optimisation des archives, que ce soit pour la collecte ou le stockage des documents physiques ou numériques. Le développement des services en ligne, avec notamment l'ouverture des données, que ce soit les fins de recherche ou juste de consultation. L'adaptation du site de PRH aux besoins de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, l'accueil, etc. Et enfin, l'amélioration générale du fonctionnement du service. Alors, pour être tout à fait franc, j'aurais aimé pouvoir vous en dire un petit peu plus, mais malheureusement, j'ai trouvé l'annexe un petit peu laconique. Et je n'ai pas pour l'instant avoir pu des réponses à quelques questions que je me posais. Pourtant, j'ai bien lu bilan carbone et transition écologique, et je crois que vous savez désormais combien j'ai l'œil qui brille quand je vois ces mots-là. Mais néanmoins, ces points, ainsi que ceux concernant des sujets plus techniques, comme les moyens mis en œuvre pour stocker de manière pérenne, que ce soit matériellement ou logiciellement, les formats numériques ne sont pas détaillés, ils sont quand même pour moi très importants. Alors, c'était probablement pas le but de ce plan, de rentrer dans ce niveau de détail, mais en tout cas, c'est un sujet que je garderai en tête et dont je pourrais vous parler si ça vous intéresse. En tout cas, quand j'aurai les réponses à mes questions, je ne manquerai pas de les partager ici. Donc, malgré cette légère déception de ne pas pouvoir rentrer plus dans les détails, je vous propose de valider les axes développés dans ce plan. Merci, Monsieur Orgogozo. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Même si on a compris que vous n'avez pas forcément les réponses à tout. Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On poursuit avec les tarifs du Théâtre des Célestins. Tout à fait. Alors cette délibération vise juste à modifier certains tarifs ou certaines conditions d'obtention de tarifs réduits déjà existants.
en étendant notamment le tarif professionnel aux écoles de théâtre, en baissant d'un peu plus de 30% le tarif pour les moins de 28 ans notamment, et en élargissant le tarif des visites commentées à des ateliers pratiques, artistiques, proposés au public autour d'un spectacle. Par ailleurs, il est aussi mentionné un nouveau spectacle à destination des scolaires et qui est également proposé pour un tarif sensiblement similaire à celui déjà existant. Et c'est tout. C'est déjà bien. Merci, Monsieur Orgogozo. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On poursuit avec vous, Madame Gris, et un certain nombre de gratuités accordées à des associations pour des locations de salles. Je vous en prie. Merci Madame la maire. Dans la dynamique de la mise en place de la gratuité des salles de proximité gérées par les mairies d'arrondissement, la ville de Lyon a mis en place une gratuité des frais de location à une vingtaine de structures et associations pour l'année 2023 dans le cadre de manifestations artistiques, de conférences ou d'expositions. Pour rappel, le service des salles municipales et des locaux syndicaux de la ville gère 6 salles de spectacle, la salle Albert Thomas à la Bourse du Travail, la salle Paul Garcin, la salle Victor Hugo, la salle Édouard Herriot au Palais de la Mutualité et les salles Molière et Witkowski au Palais de Bondy. Malheureusement, la quasi-totalité des événements ont déjà eu lieu, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver votre 20 décembre où vous pourrez assister gratuitement à la Bourse du Travail à un concert symphonique du Conservatoire de Lyon. Je vous remercie. Merci. Madame Gris, est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et on poursuit avec vous, Monsieur Escaravage, et on va parler des tarifs d'occupation commerciale du domaine public. Et vous nous traduirez. Tout à fait, on va parler de ça. Alors, contrairement aux archives municipales, c'est quelque chose dont on parle tous les ans, donc c'est la 4e fois que je vous en parle. Voilà, donc c'est la délib traditionnelle de fin d'année où on réévalue les tarifs d'occupation commerciale du domaine public, c'est-à-dire tout ce qui est sur domaine public, mais à but privé, privatif ou commercial. Donc, ce qui est aussi bien les terrasses que les enseignes, que les redevances de véhicules, que les... qu'est-ce qu'on a d'autre? Les chevalets, les ventes de sapins de Noël, de marrons, de fleurs pour la Toussaint, les lunaparks, toutes ces choses-là. Voilà. Cette année, pour faire court, tous les tarifs liés au fonds de commerce augmentent de 3%. Et les tarifs liés aux fêtes foraines, cirques, commerce ambulant et assimilés restent stables par rapport à 2023. Ces tarifs sont modulés selon la zone où est le commerce, donc de la zone 1 à la zone 4, la zone 1 étant l'hypercentre, en gros la presqu'île, et la zone 4 étant des rues moins commerçantes. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long là-dessus, juste vous dire que vous avez dû voir sur la table qu'il y avait une rectification et que donc pour tout ce qui concerne les ventes au déballage, les braderies et toutes ces choses-là, contrairement à ce qui est indiqué dans la délibération initiale, le droit journalier au mètre linéaire réclamé par la ville est bien de 1,50 € et pas de 1 500 €. Je tiens ici à remercier mon collègue Mathieu Arondeau du 4e qui a vu la coquille il y a quelques jours. Je pense que ça sera un peu moins bien pour les recettes de la ville, mais que ça sera mieux pour la viabilité des brocantes de notre ville. Et voilà, je m'en arrête là pour ce rapport et je vous propose de le voter favorablement. Merci, Monsieur Escaravage. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix et on poursuit avec vous, Monsieur Escaravage, pour les aides exceptionnelles aux commerçants suite aux émeutes. Tout à fait. Donc c'est un sujet dont on avait déjà parlé au conseil d'arrondissement du mois de septembre où nous avions voté une aide exceptionnelle, entre autres une aide exceptionnelle aux commerçants qui avaient été touchés par les émeutes de juillet. Voilà, après convention avec la région, ces aides ont pu être mises en place. Elles concernent 54 commerces. Pareil, vous avez un rectificatif sur la table. On avait 55, mais finalement c'est 54. 54 commerces dans l'ensemble de Lyon, dont 11 dans le 7e, pour un montant total de 192 000 €. Voilà, sachant que la ville donne une aide de 2 000 € pour les commerces qui ont eu des dégradations extérieures et de 5 000 € pour les commerces qui ont eu des dégradations extérieures et intérieures. Je vous propose de voter aussi favorablement ce rapport. Merci, moi aussi. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et donc nous allons désormais
parler des marchés alimentaires avec vous, Monsieur Chenot. Merci Madame la maire. Alors, je commence par une délibération de routine, comme mon collègue Clément, sur le tarif de présence des forains sur les marchés. Évidemment, il y a une différence entre les abonnés et les non-abonnés. Je vous passe tous les détails. Il y a, comme tout le monde sans doute, nécessairement une petite augmentation de ces différents tarifs compte tenu de l'inflation et des coûts supplémentaires qui sont assumés par ailleurs par la ville, qui correspondent à 2%. À plusieurs niveaux, donc il y a 2% de hausse sur le tarif abonné, il y a 2% de hausse sur le tarif journalier par mètre linéaire, et il y a également 2% d'augmentation sur les frais annexes d'accès à l'électricité sur les emplacements. Voilà, alors à titre indicatif, pour un non-abonné sur Jean Massé, ça lui coûte 1,35 € du mètre linéaire par présence sur le marché. Pour un abonné, on calcule au mois et sur 2 mètres linéaires, mais si on rapporte au mètre linéaire, ça fait 1,22 €. Voilà. Eh bien, je suis convaincu que vous allez être d'accord. Moi aussi, merci pour ces précisions, Monsieur Chenot. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et peut-être avant de vous redonner la parole, Monsieur Chenot, là pour un changement un petit peu plus profond, vous donner des nouvelles. Lors du dernier conseil d'arrondissement, nous avions voté une question que j'ai ensuite portée en conseil municipal en notre nom à toutes et à tous. La question portait sur la création d'un marché alimentaire place des Pavillons, et en l'occurrence lors du conseil municipal, Camille Auger a répondu par la positive. Donc la ville de Lyon va expérimenter pendant 1 an, et on l'espère ensuite pérenniser un marché alimentaire place des Pavillons. La proposition que fait la ville de Lyon aujourd'hui, c'est que ça soit un marché du mardi après-midi avec une dizaine de commerçants, commerçantes présentes sur ce marché. Et tout cela va être présenté aux habitants de Gerland à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février. En tout cas, il y a une réunion qui va être organisée. Donc c'est, je pense, une victoire pour nous. Et donc je suis contente que nous ayons porté ce sujet auprès de la ville de Lyon. Et donc on a hâte, comme tous les habitants de Gerland, de voir ce nouveau marché alimentaire dans le 7e arriver. Ceci étant dit, je vous cède à nouveau la parole, Monsieur Chenot, cette fois pour nous parler des déchets des marchés et donc un changement lié à des dispositions légales. Je vous laisse nous expliquer tout ça. Je vous remercie pour cette bonne nouvelle. Je suis sûr que tous les Gerlandais seront ravis, puisque suite à l'aménagement de la place des Pavillons, tout le monde s'attendait à y voir naître un marché, et on y vient petit à petit. Délibération 19019, elle est un peu plus structurante que la précédente. Il y a des chances que j'en reparle pas de manière routinière chaque année. Ceci dit, elle concerne un sujet vraiment très, très important, puisque sur nos marchés alimentaires ou manufacturiers, bouquinistes, etc., on collecte, je dirais plutôt la métropole de Lyon collecte plus de 3000 tonnes de déchets chaque année sur les fins de marché. Alors on s'est tous surpris de voir la fin de marché avec ce fatras de cagettes, de morceaux de légumes, etc., qui sont ensuite collectés par les agents de la métropole, triés et traités évidemment. Voilà. Mais en réalité, ça ne pourra plus se passer comme ça se passe aujourd'hui, compte tenu d'une réglementation qui a fortement évolué ces dernières années. En 2016, déjà, la réglementation prévoyait un tri à la source si un marché dépassait 1100 litres de production de déchets par semaine. En 2023, à partir du 1er janvier, on était tenu de trier absolument les déchets alimentaires pour les marchés qui dépassent 5 tonnes de production annuelle. Et dès 2024, en fait, l'ensemble de ces obligations concerneront tous les marchés. Alors, sur Lyon, on n'est pas tout à fait à jour face à cette réglementation, et ça, c'est lié à un marché public qui est en cours. Donc, vous connaissez la petite musique, les marchés publics qui durent 3-4 ans.
parfois plus, et du coup il y a une inertie pour se mettre en vis-à-vis de telle ou telle réglementation. À partir du 1er janvier 2024, il y aura 2 conventions entre si vous votez favorablement à cette délibération évidemment, il y aura 2 conventions qui lieront Ville de Lyon et Métropole autour de la question de la gestion des déchets sur les marchés alimentaires et non alimentaires, forains, bouquinistes, etc. Donc ça représente 130 points différents sur la ville de Lyon. Hein. Je n'ai pas refait le calcul parce que je n'avais pas en tête les bouquinistes pour le 7e arrondissement. Bon, un peu moins évidemment. Et en fait, les 2 conventions, elles se distinguent d'une part pour les marchés qui comportent plus en moyenne de 15 forains, où là, on reste sur un système assez proche que celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la métropole va assurer en sous-traitance pour la ville de Lyon un travail de collecte et de traitement des déchets, et à charge à la ville de Lyon, par contre, d'assurer une prévention importante, d'équiper les marchés de matériel de pré-collecte et de faire un pré-tri, d'assurer un pré-tri en lien avec les forains évidemment, et avec les agents Ville de Lyon qui sont sur les marchés, pour faciliter le travail de la métropole. Et je peux vous dire déjà que la Ville de Lyon a lancé un marché public pour travailler sur la collecte des biodéchets, donc tout ce qui est déchets alimentaires, sur ces marchés. Et donc sur la ville, l'ensemble de la ville, ça correspond à 50 marchés différents. Niveau finances, ça veut dire que la métropole de Lyon, elle assure pour 804 656 € la collecte et le traitement des déchets sur ces 50 marchés. Et en fait, pourquoi cette somme? Parce que c'est ce que la métropole a dépensé en 2022, donc on reste ISO coûts pour la métropole, et dès lors que ça suppose des coûts supplémentaires, c'est la ville de Lyon qui devra les prendre en charge. Pour les marchés qui comptent moins de 15 forains en moyenne, il y a une 2e convention qui est prévue, ça représente 80 marchés sur la ville de Lyon. On s'engage dès le 1er janvier 2024 dans un dispositif de marché propre, c'est-à-dire que c'est les commerçants qui repartent avec leurs déchets et qui en assurent le traitement avec leurs propres moyens, avec les outils disponibles sur le territoire, déchetterie, etc. Et la ville de Lyon, bien sûr, devra garantir que ça se passe dans de bonnes conditions, avec les moyens qui lui sont attribués. Notamment, entre autres moyens, une subvention de la métropole de Lyon qui s'élève à 323 209 €, qui correspond aux dépenses que la métropole de Lyon avait assumées pour ces marchés en 2022. Voilà. Il y a une petite transition jusqu'au 30 juin qui sera gérée entre les 2 collectivités et bien évidemment en lien avec les forains sur le terrain. Voilà. Juste pour se figurer un peu sur le 7e, c'est les marchés Jean Massé du mercredi, du samedi, Saint-Louis du vendredi, du dimanche et Jaurès du vendredi qui comportent plus de 15 forains. Donc c'est un système assez équivalent à ce qu'on connaît déjà. Simplement, la répartition des frais et probablement les intervenants changeront petit à petit. Et puis tous les autres marchés, Jaurès, Saint-Louis du mardi, Fourcade le jeudi, Jaurès le dimanche. Puis il y a aussi des petits marchés, oui, pour le coup, il y a peu d'exposants de livres anciens qui, eux, devront fonctionner dès le 1er janvier sous le dispositif marché propre. Voilà, et bien, je vous invite à voter favorablement à cette délibération. Merci Monsieur Chenot, et puis on comprend à vos explications à quel point ça a dû être complexe de mettre en place tout ce nouveau système. On verra dès janvier 2024 pour certains marchés comment ça peut fonctionner dans les faits. Madame Derriot, vous voulez intervenir, allez-y. Juste une petite question ou un complément pour ma part. Janvier, c'est demain. Du coup, je voulais juste savoir, les forains ont été prévenus pour ce qui concerne les marchés de moins de 15 forains. Si oui, ont-ils déjà pu mettre en place tout leur système de rapatriement des déchets? Vous parliez des différents points de collecte, mais ils ne sont peut-être pas tous de la métropole ou des alentours. Voilà, c'est juste que ça me paraît très court, c'est demain, et je me dis qu'un forain peut très bien, je vais prendre
vous évoquiez Saint-Louis, le vendredi être présent et ne pas les gérer, et être présent le mardi mais devoir les gérer. Voilà, comment tout ça s'est articulé et comment les forans ont-ils réagi? Merci. Merci Madame Derieux. Monsieur Chenot. Voilà, le travail avec les forains est en cours. Effectivement, c'est demain, ça, je vous rejoins. Ce qui fait que voilà, les discussions, Madame Dubo l'a évoqué, hein, elles ont été longues entre la ville et la métropole pour trouver l'articulation la plus adaptée. Et ce que je disais, c'est qu'il va y avoir une période de transition. Alors ça, c'est plutôt mes mots que ceux qui sont utilisés entre la ville et la métropole, mais il y a une période de transition de 6 mois environ, hein, qui permettront un rodage, une communication, une sensibilisation et un travail avec tous les acteurs de terrain, les forains, les placiers, les inspecteurs de marché, etc. Et évidemment, tous les collecteurs, les marchés publics qu'il faut mettre en branle et lancer pour que toutes les choses se passent au mieux. Voilà, mais on devrait s'attendre, en tout cas pour l'usager, hein, pour les habitants, à une amélioration du cadre de propreté en fin de marché. La métropole, elle conserve évidemment sa compétence nettoiement, etc. Ce qui fait qu'en dernier recours, évidemment, c'est le cadre de cette fameuse période de transition, la métropole interviendra pour assurer l'enlèvement et le nettoiement. Pardon, allez-y. Merci pour ces réponses, mais du coup, oui, c'est demain. Et pour un mot qui vous est cher, c'est les actions participatives. Je regrette juste qu'on n'ait pas pris le temps de réfléchir avec eux et peut-être plus amplement, je ne sais pas, avant de les mettre pied au mur. Mais sans doute, ces 6 mois apporteront des effets bénéfiques. Merci. Je crois que Madame Elloc veut compléter. Oui, non, c'est juste une information en effet complémentaire, puisqu'on a étudié en commission finances et ressources humaines de la ville une délibération qui va passer au prochain conseil municipal et qui prévoit l'emploi de vacataires qui seront ambassadeurs du tri et qui vont, pendant les mois qui viennent, se déployer sur les principaux marchés de la ville pour aussi accompagner, à côté évidemment des agents placiers de la ville de Lyon, ces nouvelles pratiques. Merci Madame Elloc pour ce complément. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Un contre. Qui s'abstient? C'est adopté. Et nous passons au rapport suivant qui concerne les jardins partagés et nous écoutons Madame Pasechnik. Merci. Donc un premier rapport jardin partagé qui concerne des conventions qui doivent être renouvelées régulièrement puisque c'est les mises à disposition à titre gratuit de parcelles aux associations qui portent des jardins partagés. Donc ce sont des conventions qui sont à chaque fois signées pour 3 ans. Donc là, on a 3 conventions qui arrivent à échéance fin décembre 2023 et qui donc doivent être renouvelées. Donc je vais vous citer les 3 jardins qui nous concernent dans le 7e. Donc le petit jardin Jules Guesde sur la place Jules Guesde, récemment rénové dans le quartier Jean Massé. Donc c'est à chaque fois une convention de mise à disposition à titre gratuit, mais le montant de la valeur locative annuelle est valorisé dans le budget. Donc par exemple pour Jules Guesde, c'est 448 € pour une superficie de 64 mètres carrés. Je rappelle qu'avant, on avait simplement un tout petit jardin de rue, mais maintenant, on a une association avec un vrai jardin partagé à Jules Guesde. Et on a deux autres jardins qui sont concernés, où là, ce sont des contrats de sous-mise à disposition, puisque en fait, on est sur des terrains de la métropole, qui met à disposition de la ville, qui elle-même met à disposition d'associations. Donc, le jardin géré par l'association Graines de lait sur le quartier de Gerland, pour une superficie de 390 mètres carrés avec une valeur locative annuelle de 2 730 €, qui est donc valorisée dans le budget de la ville. Et puis un dernier jardin, qui est le jardin de l'Oasis, qui est géré par l'association de la légumerie, une superficie de 1654 mètres carrés avec une valeur locative annuelle de 11 578 €. Voilà, donc je vous propose de renouveler ces 3 conventions. Merci. Merci à vous, Madame Pasechnik. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Non. Je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et on reste dans les jardins, mais cette fois les jardins familiaux.
Je vous en prie, Madame Pacifique. Voilà, donc effectivement, nous avons la chance d'avoir de nouvelles parcelles de jardins familiaux sur le quartier de Gerland, puisque dans le cadre, alors on avait en fait aux 5 rue Chalmel-la-Cour, pour refaire un petit peu l'histoire, il y avait des jardins familiaux, mais qui étaient privés, qui étaient à une propriétaire privée. Et lorsque ces propriétaires ou ses descendants ont vendu le terrain, en fait, il a été vendu à un promoteur et il y a eu donc une construction d'un immeuble de 20 logements, de commerce, donc qui s'appelle le Carré Fontenay. Mais lorsque il y a eu la discussion avec la ville de Lyon pour l'obtention du permis de construire, il y a eu aussi il avait été négocié le fait d'avoir quand même une petite partie qui restait en jardin partagé. Donc l'objet de la délibération, c'est effectivement de valider l'acquisition par la ville de Lyon auprès du propriétaire actuel du terrain de cette parcelle pour qu'elle devienne jardin partagé, donc pardon, jardins familiaux. Oui, enfin c'est une parcelle de jardins familiaux puisque ce sont des parcelles individuelles. Voilà, c'est pas un jardin familial, c'est un jardin partagé, mais là, ce sont des jardins familiaux. Désolée. Pardon. Donc, on a une superficie totale de 852 mètres carrés au niveau du terrain, et puis il y a une superficie complémentaire de 23 mètres carrés sur laquelle le promoteur a mis des casiers en fait qui permettront d'abriter les outils des différents jardiniers. Donc là, aujourd'hui, on passe uniquement l'acquisition, donc acquisition à l'euro symbolique, mais qui correspond quand même à 8 000 € de frais notariés qui seront à la charge de la ville de Lyon. Dans un deuxième temps, on passera, dans un prochain conseil, nous passerons la mise à disposition de ce terrain à l'Association des jardins ouvriers communaux de Lyon, qui gérera donc cette parcelle, en particulier grâce à sa section du livre, qui gère déjà les jardins familiaux du parc de Gerland et de la rue Marcel Mérieux. Voilà. Et juste pour information, parce que c'est toujours important de se rappeler qu'à chaque fois qu'on crée un jardin, on a toujours le problème de pollution. Donc effectivement, là, il y a eu, même si malheureusement, on était sur des jardins, mais pour autant, la terre était quand même polluée. Et donc, il a fallu renouveler la terre sur 80 cm. Et donc, voilà, on est bien sur désormais une terre saine. Voilà. Merci. Merci, Madame Pacifique, pour ces explications. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et cette fois, on sort des jardins, Madame Pacifique, puisqu'on parle du bail amphithéotique qui lie la ville de Lyon à la SASP Loup Rugby. Oui, effectivement, on a déjà eu un certain nombre de délibérations dans le cadre de ce bail amphithéotique administratif du 14 septembre 2016 entre effectivement la SASP Loup Rugby et la ville de Lyon. Donc là, il s'agit, ce qui vous est proposé dans ce rapport, c'est une nouvelle session partielle, par le Loup Rugby à la SCI Gerland LR pour les volumes 23, 24 et 25 tels qu'ils sont définis dans le cadre de ce bail. Et cette session va concerner la boutique du Loup, des bureaux et espaces d'entraînement sportif, du bâtiment, piscine, dans le cadre des travaux qui vont être réalisés aussi sur la piscine. Voilà. Madame Pacifique, est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Il est adopté. J'ai été sympa. Hein. Et donc, nous passons au rapport suivant avec vous, Monsieur Voiturier. Et cette fois, on parle contrat de ville. Oui, on parle plus précisément même ressources humaines du contrat de ville. Et peut-être pour vous dresser un peu une architecture d'ensemble. Pour ce qui concerne Péry, donc on a la directrice de projet Anne-Laure Chantelot et vient l'équipe Mission Quartier Ancien.
qui est composée d'une direction de projet et 3 chargés de projet, cadre de vie, développement social et une nouvelle arrivée autour de la concertation. Donc ça, c'est très bien, et de la communication. La mission, une des missions importantes de cette équipe, ça va être de mobiliser le droit commun à Mazagran, parce que malgré nos demandes réitérées, il est assez peu probable que nous obtenions le fait que Mazagran soit en quartier en politique de la ville. Malheureusement, tout n'est pas perdu, mais il faut s'y préparer. Bon. Donc, mobilisation du droit commun sur le nord. Et puis, pour ce qui concerne le sud, à la Cité Jardin, donc cette équipe Mission Quartier Ancien est confortée en particulier par la présence de la directrice de projet Julie Turière, avec l'équipe de Grand Lyon Habitat et les 2 chargés de développement social qui sont sur le terrain, qui sont financés, qui sont employés par le centre social de Gerland et par Grand Lyon Habitat. Je pense que là, on a une équipe solide. Je pense que là, on a enfin une équipe complète sur Cité Jardin pour bien faire le travail. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Alors tout ça coûte l'équipe Mission Quartier Ancien coûte 200 000 €, dont 125 000 € de la ville. Et comme on a une augmentation de poste, je voulais remercier en particulier notre collègue Audrey Enoch, parce que quand on parle RH, on parle argent, et quand on parle argent, on parle Audrey Enoch. Donc merci Audrey. Voilà, donc je vous invite à évidemment voter favorablement. Merci Monsieur Voiturier, merci Madame Enoch donc, et Monsieur Bosetti. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non, je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté et on poursuit avec une garantie d'emprunt. Et toujours vous, Monsieur Voiturier. Une garantie d'emprunt pour la SACVEL pour une acquisition-amélioration de 9 logements en PLS 7 rue de la Thibaudière. Alors c'est une garantie d'emprunt à 100% et non à 15% comme d'habitude, parce que la SACVEL est, comme son nom l'indique, une société d'aménagement et de construction de la ville de Lyon. Et j'en profite pour, alors je fais mes remerciements, pour saluer notre collègue Raphaël Michaud, son président, que j'ai pas vu avant la séance. Merci. Merci Monsieur Voiturier. Je crois donc qu'en tant que président de la SACVEL, Monsieur Michaud se déporte concernant ce vote. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non. Et donc, hormis Monsieur Michaud qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. On a bien noté que vous ne votez pas contre, mais vous vous déportez sur le vote. Et donc, je poursuis en vous présentant, somme toute rapidement, la décision modificative numéro 2 de notre exercice 2023, puisqu'il s'agit d'une recette de 1 700 € et nous remercions à nouveau la ville pour ces 1 700 €, la ville ayant accepté généreusement de prendre en charge la scène pour notre forum des associations. Et donc, voilà, pour le traduire budgétairement, nous passons à une décision modificative. Est-ce qu'il y a des prises de parole sur le sujet? Non. Je soumets donc ce rapport à vos voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On en arrive à la fin du conseil d'arrondissement et je veux quand même vous prendre quelques minutes pour vous parler de la feuille de route sur la budgétisation sensible au genre. Vous savez que la mairie du 7e est une mairie expérimentatrice en la matière et donc nous avons voté le budget, enfin en tout cas l'état spécial d'arrondissement lors du dernier conseil. Et aujourd'hui, vous avez reçu par mail et puis déposé sur table notre feuille de route qui concerne la budgétisation sensible au genre. Donc, dans notre budget 2024 et notamment dans la dotation d'animation locale, on a identifié des actions qui sont catégorisées comme des dépenses volontaristes. Donc, typiquement, on met de l'argent sur les journées telles le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ou le 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous dépenserons une partie de notre dotation d'animation locale pour soutenir ces causes. On continue évidemment à déployer le dispositif Angela dans le 7e arrondissement et donc on y accorde un budget de 2 000 €. En 2024, on va aussi honorer, rendre hommage
notamment à 2 femmes, peut-être plus, mais pour l'instant on en connaît 2. La première, c'est Madeleine Bress, puisque nous avons dénommé une place Madeleine Bress lors du dernier conseil d'arrondissement, donc l'inauguration aura lieu en 2024. Et la deuxième, c'est Denise Deménac, qui va donner son nom en 2024 à l'école Berthelot. Donc nous allons là encore dépenser de l'argent de manière volontaire pour honorer des femmes et faire connaître leur nom des Lyonnaises et des Lyonnais. Ensuite, on a un certain nombre de dépenses qui sont genrables. Donc, par exemple, dans le journal de la mairie d'arrondissement, pour lequel notre budget annuel est de 21 000 €, on fait en sorte qu'à chaque fois, il y ait un article sous le prisme des lunettes du genre. Donc, il y a la question du genre, de l'égalité femmes-hommes qui revient dans chaque numéro du journal d'arrondissement. Il y a aussi un effort particulier qui est fait pour la soirée d'accueil des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. On fait en sorte de traiter la question de l'égalité des genres lors de cette soirée. Il y a également tout un champ lié à la démocratie locale, c'est-à-dire on fait un certain nombre de réunions en soirée, en début de soirée. On sait bien que ces temps sont contraints pour les femmes ayant des enfants, et donc on propose à chaque réunion désormais une garde d'enfants. Demain soir, pour la soirée des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, il y aura une garde d'enfants, mais c'est systématique pour toutes les réunions organisées par la mairie du 7e arrondissement. Également la soirée des champions et des championnes, où on vise à récompenser aussi bien les femmes que les hommes. Il y a une réflexion au niveau du Conseil de la vie associative et locale pour que les saisines soient portées aussi bien par des hommes que des femmes. Et ce soir, nous avions des femmes, mais ça faisait quand même un certain temps que c'était plutôt des hommes qui posaient les questions. Voilà globalement pour ce qui est de notre dotation d'animation locale, mais il y a aussi des efforts qui sont faits dans la dotation de gestion avec une formation. Il y a déjà eu des formations pour les agents de la mairie du 7e, et on va continuer ces formations dans notre budget 2024. Également un travail qui est fait au niveau de la vie associative, et notamment pour l'attribution de nos créneaux. On regarde comment est composé le bureau des associations, si les membres de l'association et notamment du bureau ont suivi des formations sur l'égalité femmes-hommes. Donc un travail tout autour de la vie associative. On va lancer pour les élections européennes une piste d'action. Vous savez qu'on organise au niveau de l'arrondissement les bureaux de vote, assesseurs, présidents, etc. Et on a noté qu'il y avait quand même une très très large majorité de présidents et non présidentes. Donc on va suggérer à des femmes, alors qu'il y a plus d'assesseuses que d'assesseurs. Donc on va essayer de rééquilibrer un petit peu tout ça, et notamment en proposant là aussi la garde d'enfants les jours d'élection. Et puis, il y a aussi un travail qui est fait au niveau de la dotation de gestion sur le livret d'accueil des nouveaux agents et des nouvelles agentes à la mairie du 7e arrondissement, avec toujours cette question de prendre en compte le genre et l'égalité femmes-hommes dans l'accueil des agents et agentes à la mairie du 7e arrondissement. Voilà, je vous ai fait un résumé rapide, mais vous avez cette feuille de route. C'est pas forcément évident de mettre en place la budgétisation sensible au genre, surtout dans une mairie d'arrondissement où le budget est quand même extrêmement contraint. Enfin, je veux dire, quand on achète des aliments pour les bébés des crèches, etc., on ne sait pas forcément si c'est genré, pas genré, etc. Mais voilà, on fait cet effort de se poser systématiquement la question de quand on fait une dépense, vers qui ça va et comment on pourrait le rééquilibrer si cela amenait un déséquilibre dans notre société. Donc on est en tout cas ravis de participer à cette expérimentation, et on continuera à vous présenter nos feuilles de route chaque année, en essayant de trouver quand même des nouvelles pistes d'action à chaque fois. Voilà, là on en trouve un petit peu, on verra ce que ça donne sur les présidentes de bureaux de vote, on fera les bilans. Voilà, ça ne se vote pas, hein, c'était simplement une présentation. Je vous remercie Pardon, allez-y Madame Derrieux, vous pouvez tout à fait réagir, je vous en prie. Excusez-moi, ce n'est pas du tout une réaction. Peut-être que l'hommage tout à l'heure m'a peut-être troublée, mais j'ai pas mémoire qu'on ait voté le compte-rendu du dernier conseil d'arrondissement. Et j'ai une petite question personnelle. Avez-vous des infos sur les vœux du 7e? Voilà, merci, désolée pour cette interruption. Alors non, vous avez raison, parce que j'en ai pas le souvenir non plus. Donc on va le faire dans le doute. Ça tombe bien, personne n'est parti, je crois. Donc je vous propose dans un premier temps de passer au vote concernant le procès-verbal de la dernière séance. Qui est contre?
Qui s'abstient? Il est adopté et je vous remercie, Madame Derrieux, ça nous évite de revenir demain. Non, on l'aurait voté à la prochaine séance, mais c'est quand même toujours bien de le faire là. Et oui, j'ai des informations concernant les vœux de la mairie du 7e. Vous allez, tous les habitantes vont recevoir une carte de vœux dans leur boîte aux lettres, les invitant à des vœux grand public qui se tiendront le 24 janvier à 17h30 à la piscine du Rhône, centre nautique Tony Bertrand, mais voilà, je vous enverrai l'information peut-être en tant qu'élu, et ensuite tous les habitantes recevront aussi dans leur boîte aux lettres une carte de vœux. Je vous remercie en tout cas pour ces, ces rappels. Eh bien, nous nous retrouvons le 15 janvier. À noter que la date du conseil d'arrondissement du mois de janvier a été décalée du mardi au lundi, donc c'est le 15 janvier à 18h30. D'ici là, belle fête de fin d'année à toutes et à tous, et à l'année prochaine.